Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours dans le chapitre 5, les ondes électromagnétiques, grand 2, grand D maintenant, analyse non destructive d'objets, spectroscopie. Donc là, on va bientôt arriver à un peu la partie importante de toute cette partie grand 2, seule que on va étudier un peu plus en détail en exercice. Ouais, en exercice, ou qu'il il est tombé certaines fois au bac. Bon, je sais que maintenant le bac n'est plus d'actualité, mais voilà. Donc, de quoi on parle ici? On parle de ce qu'on appelle des spectroscopies. Alors, qu'est-ce que c'est les spectroscopies? Pour en parler, on va commencer par qu'est-ce que c'est l'interaction rayonnement-matière. Donc c'est lorsque la lumière touche de la matière, celle-ci peut la laisser passer, la renvoyer ou l'absorber. Lorsqu'elle absorbe la lumière, elle gagne de l'énergie. Cette énergie peut devenir de la chaleur ou une autre forme d'énergie comme l'électricité, comme le panneau solaire, ou être envoyée à nouveau comme de la lumière. Dans ce dernier cas, la lumière peut être simplement diffusée, écran blanc, diffusée avec un retard, c'est la phosphorescence. Donc la phosphorescence, je rappelle, c'est un objet qui brille dans le noir après avoir été éclairé, ou renvoyer une autre couleur, c'est la fluorescence. Donc le rubis, par exemple, transforme les rayons UV en rouge. Ça donne un rouge très intense. Et donc ça, c'est les principes qui vont être utilisés pour étudier la matière, sans la détruire. Bon, là j'ai juste relis le paragraphe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comme on en a déjà parlé, une fois que la lumière touche un objet, cet objet peut renvoyer la lumière ou l'absorber. Ce que nous on voit quand on regarde l'objet, c'est la lumière que cet objet nous a renvoyée. Donc on peut le faire avec du visible, c'est ça qui va nous donner la couleur de l'objet, mais on peut aussi le faire avec d'autres longueurs d'onde. On peut avoir des spectroscopies UV visibles, des spectroscopies au rayon X, au rayon infrarouge, et on peut faire en fait des spectroscopies avec tous les types de rayonnement. Bon, ça n'explique pas vraiment qu'est-ce que c'est la spectroscopie. La spectroscopie, c'est maintenant, on va analyser ce phénomène avec le plus de détails possible. Donc, la méthode qu'on va utiliser dans toutes ces spectroscopies, c'est à peu près toujours la même. On va envoyer sur un objet, ou à travers un objet, un seul type de lumière. Une seule couleur de lumière, en quelque sorte. Et on va analyser qu'est-ce que l'objet nous redonne. Par exemple, j'envoie de la lumière rouge sur l'objet, je sais la quantité de lumière rouge que j'ai envoyée, et maintenant je regarde la quantité de lumière rouge que l'objet me rend, ou laisse passer. Et on compte la quantité de lumière qu'on a mis de couleur rouge, et la quantité de lumière de couleur rouge qui ressort. Et on peut faire ça en fait avec toutes les lumières, toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde. Et donc on peut analyser exactement quelles lumières, quelles couleurs sont absorbées par l'objet, sont laissées passer, sont à moitié laissées passer, un quart laissées passer, et tout ça nous donne des informations sur l'objet en question, ou sur la matière en question. Bon, c'est peut-être pas toujours très clair, j'espère que ça va se clarifier avec le premier exemple. Spectroscopie UV visible. Donc tout d'abord, je vais présenter un peu l'appareil pour faire ce genre de spectroscopie. Donc ici, on cherche à faire un spectre UV visible, donc c'est les UV proches plus le visible. Donc c'est pour avant tout voir la couleur d'un objet et bon les UV proches aussi. Donc comment est-ce qu'on va le faire? On va prendre un échantillon qui est là dans la cuve, c'est celui qui est en vert là, l'échantillon, et on va lui envoyer dedans un rayonnement avec une intensité connue, notée I0. Donc vous pouvez voir ici à gauche, on a une source de lumière, ce qu'on appelle un monochromateur, donc en fait ça va nous faire une seule couleur là, et donc on envoie ici un rayon d'une seule couleur, ça c'est important, avec une intensité qu'on connaît, ça aussi c'est important. Donc on sait combien de cette couleur on a envoyé.
Et maintenant, cette couleur va traverser l'échantillon et il va en ressortir une autre intensité, I. Donc ici, on a toujours la même couleur, hein, c'est la même qu'on a mis à l'intérieur qui ressort, mais avec une intensité différente. Une intensité ici qu'on va noter I. Cette intensité va être détectée et on va avoir après un résultat en chiffres. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Alors là, je vous ai mis deux très jolis schémas avec tout un tas de couleurs d'arc-en-ciel. Et qu'est-ce que c'est que ces schémas? Eh bien, il y en a deux. À gauche et à droite. À gauche, c'est ce qu'on appelle la transmittance. Là, il est appelé l'intensité relative. Et à droite, c'est l'absorbance. Donc la transmittance, celui de gauche, c'est un graphe où on va mettre I divisé par I0. Je rappelle, I c'est combien de la lumière en question sort par rapport à combien est rentré. Donc, quand on a un grand pic, donc une valeur très grande, là par exemple pour le violet, ça veut dire que par rapport à la quantité qu'on a mis de violet, il y a quasiment la même quantité de violet qui est sortie. Et donc on peut dire que notre échantillon laisse passer le violet. Voilà, ça c'est ce que ce pic veut dire. Et on a fait ça pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Évidemment, c'est une machine qui l'a fait. Hein. Et donc pour toutes ces couleurs, on peut dire mais quelles sont laissées passer et quelles ne sont pas laissées passer. Par exemple, on pourra dire que le violet et le bleu, ça laisse passer. Le rouge, l'orange, le jaune, ça laisse passer. Par contre, le vert, le cyan, eux ne sont pas passés. Parce qu'on a un trou en vert et cyan. On peut aussi, et en fait on le fait un peu plus souvent, on va... Oui, alors, pardon, l'échelle en X ici, c'est la longueur d'onde. Donc, si vous vous rappelez du cours, hein, pour le visible, ça va de 400 à 800 nanomètres. Donc ici, c'est en fait un spectre uniquement visible. Il n'y a pas d'UV, l'UV irait plus bas que 400. Pour nous, en art, enfin, en terminal A, les UV ne nous intéressent pas. Donc le visible nous suffit largement. Donc de 400 à 800 nanomètres. Oui, alors je commençais à parler de l'absorbance, du deuxième schéma. Alors, on a l'habitude d'utiliser en fait plus souvent les graphes d'absorbance. Donc l'absorbance, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins la transmittance. Bon, si en calcul ça vous parle pas, en schéma, ça doit être assez facile à voir. Il faut savoir que les deux schémas, c'est en fait le même composé. Et donc l'absorbance, vous voyez que c'est en fait le contraire de la transmittance. Là où il y a des trous en absorbance, il y a une bosse en transmittance, et inversement. Et donc, si on analyse à nouveau cette courbe, on peut voir que le violet et le bleu sont peu absorbés, le rouge, orange, jaune sont peu absorbés, par contre le vert et le cyan sont très absorbés. Et donc maintenant, on peut en déterminer la couleur de ce colorant. Vous avez un colorant qui laisse passer le bleu et le rouge et absorbe le vert. Bleu et rouge, ça fait du magenta. Et donc, c'est un colorant qui est magenta, qui vous paraît magenta. Parce qu'il transmet à l'œil du bleu et du rouge. Donc, ça fait du magenta. Et donc, quel est l'intérêt de cette molécule, de cette analyse? Ça va être bien évidemment de déterminer la couleur d'une molécule, d'un colorant. Alors vous pouvez me dire, bon, à quoi ça sert de connaître la couleur d'un colorant? On a juste à le regarder et on sait sa couleur. C'est vrai, mais là, ça nous donne des informations supplémentaires. Première information, ça va nous donner l'intensité du colorant. Donc, dans cette cuve, on peut mettre plus ou moins de colorant, plus ou moins de concentration. Et selon la concentration, on peut regarder à quel point il y a eu de l'absorption de la lumière. Et donc, plus un matériau est capable d'absorber la lumière quand il y en a peu, plus c'est un colorant intense. Parce qu'il va, avec une très petite quantité, donner une couleur très intense. Ensuite, on peut aussi regarder la qualité de ce colorant.
vous avez dû en art vous rendre compte que si on mélange le cyan, magenta et jaune, on vous a dit ah ça va vous donner du noir, mais quand vous avez essayé de le faire, eh ben vous n'avez pas du noir. Alors c'est dû à quoi? Eh ben ici notre colorant magenta, si c'était un colorant magenta parfait, on aurait en fait un trou au niveau du vert, donc ou une bosse ici au niveau du vert. Le vert est absorbé et uniquement le vert, rien d'autre. Donc il y aurait une bosse verte parfaite. Mais vous voyez ici que c'est pas tout le vert qui est absorbé. Il y a un tout petit peu de vert et de cyan qui laisse passer. Et ce petit morceau de vert, eh ben, il reste dans votre colorant. Donc, si vous mettez juste le magenta seul, ce petit morceau de vert ne va pas se voir. Donc, il va donner l'illusion d'être un colorant magenta. Mais si vous éliminez le rouge avec un colorant cyan, si vous éliminez le bleu-violet avec un colorant jaune, pardon, voilà, eh bien, ce petit morceau de vert apparaîtra. Et donc, vous n'aurez pas un noir parfait. Voilà. Oui, une autre remarque. Là, c'est des analyses faites par ordinateur, donc vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont déjà intégrées dessus et mis en dessous. Mais si vous êtes dans un exercice, vous n'allez peut-être pas avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mis en dessous. Donc, une simplification pour analyser ce genre de schéma, vu qu'on n'aura pas de truc en trop de détails, ça va être de simplement parler en bleu, vert, rouge. Donc, vous pouvez voir ici que le bleu, on va dire que c'est tout ce qui est entre 400 et 500, qui va en fait du violet au cyan, début du cyan. Donc pour nous, 400-500, c'est le bleu. 500-600, ça va être le vert. 600-800, ça va être le rouge. Donc, pour reprendre mon analyse, dans le bleu, toute la partie de 400 à 500, ça transmet. Dans le vert de 500 à 600, ça absorbe. Dans le rouge de 600 à 800, ça transmet. Donc, dans l'autre sens, de 400 à 500, ça absorbe pas. De 500 à 600, ça absorbe. De 600 à 800, ça n'absorbe pas. Et avec ça, on trouve à la même conclusion que c'est du magenta. On vous demandera jamais plus précis que ça. Bon, passons à la suite. Donc, les spectroscopies au rayon X, c'est un peu ce dont j'ai déjà parlé dans la partie grand 2, grand A, quand je présentais les différents rayonnements. Je vous ai dit que les rayons X interagissent avec les atomes. Et donc on peut analyser les atomes en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie au rayon X. Donc ça a le même principe. On envoie des rayons X à des couleurs ou des longueurs d'onde spécifiques. Et chaque couleur ou chaque rayonnement de rayon X vont interagir avec différents atomes. Donc selon les rayonnements X qui passent ou pas, on peut déterminer les différents types d'atomes. Alors, c'est utilisé en analyse d'œuvres d'art, mais ça reste rare et très spécifique. Comme j'ai dit, moi je l'ai vu sur des joyaux. Bon, maintenant pour la spectroscopie infrarouge. Donc la spectroscopie infrarouge, donc c'est toujours le même principe, on envoie différentes couleurs infrarouges, on regarde ce qui traverse et on analyse la différence entre ce qui est passé et ce qu'il y avait avant. Ce qu'on a mis et ce qui est passé. Et bon, je vais pas en dire grand chose, donc il y a des utilités. Ça nous permet de trouver des groupements spécifiques sur les atomes, donc si c'est acide, si c'est ester, si c'est amine, si vous vous rappelez du cours de première avec les polymères. Bon, on n'en entendra jamais parler après ça, donc je vous dis juste que ça existe, on peut en avoir des informations, c'est assez rare d'être utilisé en analyse d'œuvres d'art. Bon, passons à la partie d'après, grand E, tous les autres analyses non destructives d'objets. Oui, alors là j'insiste sur le non destructif parce qu'après il y a destructif. Évidemment, si on fait l'analyse d'œuvres d'art, on préfère que ce soit non destructif. Alors pourquoi est-ce que les autres sont destructives? C'est que pour les autres, il va falloir prélever une partie de l'objet. Il va falloir prendre un peu de colorant et l'enlever à la peinture. Il faudra prendre un peu de
de la terre, de l'argile, et l'analyser, donc on abîme l'œuvre originale. Donc d'un point de vue général, on essaie toujours de faire du non destructif. Et oui, et les spectroscopies, c'est aussi non destructif. Donc, les autres types d'analyse non destructives, c'est tout ce qui est, par exemple, radiographie, gammagraphie. Essentiellement, c'est on prend une photo soit au rayon X, soit au rayon gamma, pour la gammagraphie, de la photo, et on regarde qu'est-ce que ça donne. Bon, avec les rayons gamma, c'est rare, mais avec les rayons X, ça nous permet de traverser les atomes légers comme l'hydrogène, carbone, oxygène. Ça veut dire par exemple le bois est traversé, la chair est traversée, des colorants organiques sont traversés, les tissus sont traversés, et on arrive et on voit de façon plus visible les métaux ou les atomes plus lourds, comme le plomb, le calcium et autres. Donc par exemple, si vous êtes en train d'analyser une momie, aujourd'hui on va pas désécrer les momies, on va les laisser telles quelles, enroulées de bandelettes. Les bandelettes, c'est du tissu, c'est fait de matériaux organiques, donc hydrogène, carbone, oxygène. C'est des atomes très légers. Donc avec une photo au rayon X, on passe à travers les bandelettes et on peut voir le squelette en lui-même, ou même avec plus de détails, le pourtour du cadavre momifié. Et donc ça nous permet de prendre en photo le cadavre ou son squelette sans abîmer sa momie. Bon, il y a aussi dans le même genre d'idée, c'est vraiment très anecdotique, ce qu'on appellerait des photographies à l'accélérateur de particules. Donc on peut prendre d'autres particules, parce que pour l'instant on n'a parlé que de photons, que de lumière, mais on peut aussi prendre des protons ou des électrons. On va les accélérer dans un accélérateur à particules et on va les envoyer sur une photo. Et donc c'est similaire à la photo, ou à la radiographie, gammagraphie, mais au lieu des photons, on utilise des protons, des électrons. Donc c'est beaucoup plus énergétique, ça traverse encore plus en profondeur. Bon, ça existe, on peut l'utiliser, mais c'est rare parce que là, ça va être cher. Vraiment un matériel très spécifique. En fait. Bon, l'exemple d'après, stratigraphie. Alors, il y a deux utilisations de la stratigraphie. Une qui est destructive, une non destructive. Bon, je les ai mis les deux là-dedans. La stratigraphie de type non destructive, c'est... Alors, stratigraphie, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer en fait par ça. Les strates, c'est... Quand on parle de strates, on parle de différentes couches. Donc stratigraphie, c'est l'analyse des différentes couches, des différentes strates. Donc, vous avez peut-être entendu parler que quand on fait de la datation d'objets trouvés dans le sol, dans des fouilles archéologiques par exemple, on peut dater ces objets par stratigraphie. C'est-à-dire on regarde à quelle profondeur de terre on les a trouvés, et comme on sait que le sédiment, la terre, donc s'accumule à une certaine vitesse, on peut en déduire l'âge potentiel à laquelle l'objet est tombé sur le sol et a commencé à être recouvert avec de la terre. Bon, il y en a un deuxième exemple qui cette fois-ci est destructif, en peinture. On peut prélever un échantillon de peinture où on va aller en profondeur, qu'après on analyse au microscope. Alors quel est l'intérêt? Dans beaucoup de peintures, il y a en fait plusieurs couches. Vous pouvez commencer par une première couche de peinture blanche, et après votre couche de peinture de couleur, un vernis, un repeint par-dessus, et donc avec ce prélèvement on peut détecter toutes les couches de peinture, voir les différentes strates de peinture. Et dans la plupart du cas, ces stratigraphies sont destructifs. Alors il y en existe des qui ne sont pas destructifs, mais bon là c'est des cas très particuliers. Mais bon, dans ce cas présent, la plupart du temps, c'est destructif. On va prendre une aiguille très fine, récupérer un peu de peinture et l'analyser. On verra en exercice un exemple là-dessus. Bon, enfin, la microscopie. Certains objets, on va les étudier sous microscope ou microscope électronique. Et voilà. Bon, la microscope électronique va au niveau des atomes.
Donc c'est vraiment des détails très petits. Pour les microscopes, non, ça va pas aussi bas en taille. Donc pas grand chose de plus à dire là-dessus. Parlons enfin des analyses destructives d'objets. Alors clairement, pour l'analyse d'œuvres d'art, c'est le genre de choses qu'on va éviter de faire, parce qu'on ne veut pas détruire les objets. C'est seulement dans des cas très particuliers où on va le faire. Mais bon. Donc, la première exemple, c'est ce qu'on appelle les chromatographies. Alors qu'est-ce que c'est la chromatographie? Ça va être... Alors le principe de base, c'est qu'on va prendre un support. Donc ça peut être du sable, de la poussière, un tube, de la silice, n'importe quoi. Et ce tube, on va le mettre à la verticale. Donc ça va être un tube avec du sable par exemple dedans. On le met à la verticale. On dépose un produit, un mélange de produits en haut. Et après, on va essayer de faire passer le produit avec de l'eau. Donc vous imaginez, hein, vous avez un long tube de sable, vous avez mis un mélange de tout un tas de trucs en haut, et vous allez faire couler de l'eau. L'eau va entraîner avec elle les différents composants du mélange. Et ce qu'on espère, c'est que ces différents composants de mélange ne vont pas se propager dans le sable à la même vitesse, tous. Et donc comme ça, on pourra les séparer les uns par rapport aux autres. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un tube avec du sable et de l'eau, mais on peut faire ça avec différents poudres de silice, d'alumine, avec différents solvants, de l'eau, de l'alcool, de l'essence. Et selon le mélange, certains produits circuleront plus vite que d'autres et donc se sépareront les uns par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute un colorant et on observe les différents morceaux qui ont été séparés les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'est une méthode d'analyse qui est très utilisée en chimie. En analyse d'œuvres d'art, à nouveau, on préfère éviter parce que, comme j'ai dit, il faut qu'on mette un mélange en haut de la colonne de sable ou de silice. Et ça demande du produit. On va abîmer l'œuvre pour l'analyser. Donc à éviter. Mais bon, il y a certains cas où vraiment l'information est importante et intéressante à avoir, donc on va peut-être le faire. Alors le dernier exemple, à nouveau sur de l'accélérateur à particules. Donc là, c'est... en fait, l'exemple que je vous donnerai ici, c'est une méthode de datation d'êtres vivants, de fossiles d'êtres vivants. Donc l'idée, c'est, vous avez peut-être entendu parler si vous avez regardé des reportages sur l'analyse de fossiles, la paléontologie, de datation au carbone 14 ou datation au carbone 13. L'idée étant que on peut analyser dans un être vivant la proportion de carbone 14 ou carbone 13, carbone 12 ou 13 qui se trouve dans le corps. Ce qu'on va souvent prendre, c'est le carbone 14 et le carbone 12. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Le carbone, c'est généralement toujours du carbone 12. Mais, quand le CO2 est créé, il va monter dans l'atmosphère et il peut se faire taper par les rayons du soleil en haute atmosphère suffisamment pour se transformer en carbone 14. Ce carbone 14 ensuite redescend en basse atmosphère, est absorbé par les plantes, est intégré dans la plante, et quand les animaux mangent des plantes, eh bien il y a une toute petite proportion de carbone 14 dans ces plantes. Et ce que l'on sait, c'est que avec la Terre telle qu'elle est, le Soleil tel qu'il est, les températures telles qu'elles sont, on est capable de déterminer la proportion de carbone 14 qui existe partout à la surface de la Terre. Et donc, toutes les plantes, et donc tous les êtres vivants qui mangent ces plantes et qui sont faits à partir de ces plantes, comme nous aussi, nous avons tous la même quantité de carbone 14. Et ce, tant qu'on mange des plantes qui ont utilisé ces
molécule de dioxyde de carbone irradiée par le soleil. Quand on meurt, par contre, on n'absorbe plus de carbone 14. Et dernier point important, le carbone 14 est instable. Avec le temps, il va se transformer en carbone 12. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour dater un objet ou une personne, par exemple, si on a un cadavre d'une momie ou d'une personne ou d'un animal, si on regarde la quantité de carbone 14 par rapport au carbone 12 qu'il y a dans son corps, on sait que la quantité de carbone 14 qu'il avait lors de son vivant. Et on sait à quelle vitesse le carbone 14 se transforme en carbone 12. Donc en regardant combien de carbone 14 il reste dans le corps, on arrive à en déterminer l'âge de l'organisme. Bon, j'ai parlé longtemps sur ce principe, mais bon, sauf si vous faites de l'archéologie, ça ne vous sert pas trop. Voilà, c'est bon dans l'analyse d'œuvres d'art, et bon, j'en dirai pas plus, de toute façon on va pas le revoir en exercice ou quoi que ce soit là-dessus. Voilà, c'est fini pour cette partie du cours. La prochaine vidéo sera sur les exercices sur cette partie. À bientôt.